Je suis heureux d'accueillir maintenant Michel Dupuy, qui est philosophe, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, qui a beaucoup publié et qui a notamment traduit un texte de Binswanger qu'on ne trouve plus, mais qui sera peut-être réédité, Henrik Ibsen et l'autoréalisation de soi. C'est vous quel est le... Bon, si on me le propose, oui. Ah ben voilà, c'est vendu. Henrik, pardon. La famille des Zanger existe, et il y a des droits, et il faut se battre avec des contrats juridiques, il faut annoncer le nombre de ventes à l'exemplaire près. Ah bon, c'est compliqué. J'y ai beaucoup. Enfin voilà, donc il s'agit du livre de Binswanger, Henrik Ibsen et l'autoréalisation de soi dans l'art, dont la traduction remonte des années 70, c'est ça? Au milieu des années 90. 90, ah oui. Avec, il y a édité d'ailleurs avec une postface de Maldinet, qui paraîtra dans les inédits, les 10 conférences qui vont sortir à partir de cette année. Voilà. Écoutez, je vous laisse la parole. Et je la prends bien volontiers. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci Caroline de m'avoir invité à cette journée. Alors, attendez, juste une seconde. Votre titre pour votre intervention, c'est Dépression existentielle, crise et affordance. Vous expliquerez au pluriel. Je suis allé quand même consulter un dictionnaire sur Internet. Voilà, donc vous nous expliquerez très volontiers, très volontiers. En cette fin de journée, qui est aussi une fin de semaine un peu chargée, je me suis dit qu'un petit atelier bricolage ferait l'affaire. Et donc, tout en ayant une grande admiration et une véritable référence vis-à-vis de l'œuvre d'Henri Maldinet, je voudrais vous proposer effectivement un moment de bricolage dans un sens tout à fait noble, évidemment, de production de concepts, dans la mesure où, en terminant un petit livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'intéresse à la notion d'existence et de significativité, je terminais un petit parcours d'études sur la notion de significativité par le champ de la neurophénoménologie, exactement, dans laquelle j'ai découvert l'importance du concept des affordances que désormais je prononce à la française. Pour ceux que ça intéresse, j'ai publié une petite revue de questions dans la revue philosophique de Louvain l'an dernier, intitulée Affordance et significativité. Et c'est donc dans cet esprit-là qu'il y a quelques mois, lors d'une journée organisée par Aden à Louvain-la-Neuve, consacrée à la pensée de Binswanger, j'ai fait une première tentative de bricolage que je voudrais poursuivre avec vous, mais je vais essayer d'être assez clair en une 35 minutes, me disiez-vous, ce sera très bien. Je commence par une citation parce que le bricolage est un art scabreux, dangereux, qui peut agacer. Il faut donc bien s'inscrire dans l'orthodoxie. Et je cite le texte « Comprendre », il n'y a pas plus classique de la part de Maldinet, qui dit ceci. « La spécification de l'organisation appréhensive a pour corrélat un remaniement, une refonte des structures fondamentales de l'appréhension et des relations de l'organisme avec son environnement. » Fin de citation. En réalité, je voudrais poursuivre le petit travail que j'ai entamé de concilier cette notion d'affordance en faisant une hypothèse peut-être un peu audacieuse, mais les textes de Maldinet sont suffisamment résistants et solides, faire une hypothèse à savoir que ce concept étranger à la pensée de Maldinet, bien entendu, ce concept qui appartient encore très largement au domaine neuroscientifique plutôt que neurophilosophique, voire neurophénoménologique, ce concept d'affordance peut nous aider à penser la prise en particulier. Et à la lecture des entretiens, je me suis intéressé à la notion de dépression existentielle dans les modifications qu'elle amène sur la notion de prise. Alors de quoi s'agit-il? Le concept d'affordance, que je maintiens à prononcer en français, qui est un concept nommé en anglais, est développé dans les années 70 par James Gibson. Son nom vous dit peut-être quelque chose.
C'est un concept inspiré de la Gestalt psychologie et des premiers modèles éthologiques de Umwelt. Ce concept, aujourd'hui, connaît un tel succès qu'on peut douter de son sérieux, voire de sa densité conceptuelle. Il est devenu central dans le domaine de la psychologie dite écologique, et même au-delà, il est devenu central dans la plupart des travaux actuels de neurophénoménologie. En particulier, sa diffusion est une question qui devient polémique dans la littérature, mais ça ne nous empêche pas de faire cet essai de bricolage avec l'esprit ouvert. Alors, première définition élémentaire, l'affordance est une opportunité d'action offerte par son milieu à un organisme. C'est une occasion, disons-la comme ça, reconnue grâce à un système perceptif. La vision est aujourd'hui le système le mieux étudié, et cette occasion est adaptée à certaines caractéristiques de l'organisme. Alors prenons un exemple immédiat. Sous certaines conditions, un fruit présente l'affordance de comestibilité pour l'être humain, mais l'affordance de comestibilité et d'habitabilité pour le ver, par exemple. Ou encore, une surface se donne, selon sa hauteur, comme escaladable. Les logiciens parmi nous se souviennent des prédicats dispositionnels. Selon ce point de vue, qui porte sur le rapport d'un organisme au monde, le monde au sein duquel se présentent les affordances, un organisme qui les appréhende, est toujours un milieu, un Umwelt, le terme a été tellement rediscuté par Maldinet, un environnement, et vous avez lu comme moi les réserves de Maldinet sur la traduction de environnement, dans la mesure où lui veut réinvestir la richesse sémantique du Ce qui m'importe, c'est aussi que la cognition est toujours incarnée. Les choses ne sont pas en face d'eux, mais d'une certaine manière en écho à un organisme qui se trouve en leur présence. Les choses se donnent à portée de main, ou de pied, ou de patte, avec du sens ou de la valeur qu'on pourrait nommer du possible matériel. Il faut préciser que les affordances se révèlent toujours en situation d'exploration, c'est-à-dire de mouvement minimal, et pour un organisme aux caractéristiques organiques et culturelles, innées et acquises, spécifiques. Rappelez-vous, la vision de la pomme par le ver ou par nous, les êtres humains. Qui dit matérialité, dit aussi contrainte et limite, c'est-à-dire que le champ des possibles est à la fois ouvert et contraint par l'effectivité même des choses et des états de choses. Pour conclure cette esquisse de première définition, je dirais que l'affordance est décrite par une pensée, une expérience sensée qui procède, citation, d'un parti pris d'intelligibilité. C'est dans ce sens-là que je veux ramener Maldinet à cette problématique. Alors justement, chez Maldinet, au début est l'habiter, au sens verbal du processus, situé sous un horizon. Citation, nous habitons le monde avant de nous y représenter comme sujet en face d'un objet. Les êtres et les choses du monde nous sont donnés à partir et sous l'horizon de cet habité, lequel enveloppe quantité de situations et de comportements qui ne sont pas d'abord représentatifs et objectivants, mais, vous vous souvenez de la suite, mais principalement communicatifs. Citation du texte Le Dévoilement. Non, réponse à Ludwig Binswanger. Je vais réinvestir cette notion de communicatif. En quoi, effectivement, les êtres et les choses du monde nous sont donnés, non pas comme représentation ou comme objet, mais principalement comme communicatif. Les entretiens insistent sur l'essence de l'Umwelt, je l'ai dit, dont le corps propre est le foyer. Le ton, citation page 42, le ton de l'Umwelt varie complètement avec la manière de disposer de son corps, de s'ouvrir par son corps. Page 25, note 18, vous verrez que Maldinet réexplicite très exactement le de Umwelt, qui signifie un mouvement dynamique de contact et d'échange, citation page 42, des synergies immanentes. J'essaie de prendre au sérieux tous ces mots, plutôt, par exemple, qu'une simple circonférence. Page 67. Quand je vais prendre ce verre, je ne suis pas dans un espace à 3 dimensions, l'espace s'ordonne autour de mon geste, approche et éloignement sont plus intimement des tensions immanentes, et vous l'avez fait parler de ces tensions immanentes. Il s'agit donc de reconquérir l'idée de tension pour décrire l'ouverture et la fermeture de l'espace, aussi bien que du temps vécu. Et Maldinet
d'évoquer ces douleurs articulaires. Vous vous souvenez, j'ai bien lu. Ces douleurs articulaires qui sont comme des accidents non seulement empiriques et factuels, mais d'une certaine manière ontologiques, dans la mesure où ces douleurs articulaires dévoilent comment le corps, en ses possibles ou en ses récents impossibles, modifie la spatialité de l'existant en la refermant sur ses limites. Et d'ajouter, page 42, au fond, c'est une chose terrible de se sentir pris dans l'espace. Être pris, c'est comme être jeté. Fin de citation. Tel est pris qui croyait prendre. L'affordance est une prise. La marche, l'escalade, l'équilibre et puis la déglutition, la respiration, l'expression deviennent possiblement problématiques. Est-ce que nous n'avons pas ici la suggestion, un peu audacieuse, d'une pathophysiologie corporelle de la dépression existentielle? Je le dis un peu vite pour éviter les objections. Mais c'est quand même une chose qui me travaille. Je n'ajoute pas, parce que la chose a été répétée plusieurs fois depuis ce matin, les moments d'évocation de notre temps, qui sont des moments pas forcément les plus intéressants de ces entretiens, mais j'en retiens tout de même cette idée qui a été d'ailleurs citée ce matin, page 76, on est dans une société où les moi sont devenus universellement centripètes. Ça a évidemment beaucoup de sens par rapport à la problématique des affordances. Je termine avec une formule magistrale, page 95. Formule magistrale tout à fait déterminante pour mon atelier bricolage. Il y a une chose qui permet de comprendre tout, c'est que les entours ne sont pas les êtres de quelqu'un. Formule absolument extraordinaire. La question de savoir comment nous habitons le monde ne se limite pas aux couleurs de la disposibilité affective à nous, mais concerne aussi les capacités à nous y prendre et à user de son utilisabilité à lui. Mode d'habiter, humeur, atmosphère, Stimmung, qui appartiennent à la relation de l'existant au monde plutôt qu'à un sujet ou un objet donné, on l'a bien compris. Les formes de l'articulation de l'existence, qu'on peut nommer style, tiennent aussi aux rencontres opérées par la motricité corporelle. Ce sera clairement le cas pour le constructeur Solness, vous y faisiez allusion, le héros d'Ibsen, analysé en 1949 par Binswanger. Le mouvement volontaire suppose la capacité de faire chemin, puisque chemin est toujours au passé, c'est-à-dire une spatialité disponible et de l'énergie aussi pour frayer le passage. Ainsi, le mélancolique fait sienne toute la réalité du monde et de ses horizons qu'il confisque. Citation, psychose et présence, il n'est donc plus ouvert et exposé aux potentialités du marginal, à nouveau très intéressant pour nous, les potentialités du marginal, à partir duquel et de lui seul, le monde à chaque fois se renouvelle, tout en étant toujours comme fond déjà là. Fin de citation. La communication entre le malade et le monde est déficiente d'une manière précise. On pourrait dire à ce stade primordial d'encontre avec le monde, avant même toute constitution d'objet, que les occasions d'exister et d'agir n'apparaissent pas. Les occasions n'apparaissent pas. Les possibilités s'estompent au profit d'une réalité massive et uniforme. Maldinet écrit les potentialités du marginal, et cela renvoie avec une grande puissance de suggestion à la discontinuité interstitielle qui rappelle par exemple une rugosité. La rugosité qui rend le rocher escaladable. J'allais dire le clocher escaladable, mais ça c'est dans la pièce d'Ibsen précisément. Cette forme de pathologie rendrait le monde sans prise. Or, citation de page 52 des entretiens, le corps propre ne peut pas être enfermé entre des murs lisses, et il ne vous est propre que s'il est ouvert sur son Umwelt, il est en vue et en échange. Je note aussi un passage tout à fait remarquable à la page 88. En 61, Maldinet étudiait cette catégorie de la prise au cœur du processus du comprendre. Percevoir et comprendre sont tous deux des processus de prise. Ils s'inscrivent dans la structure primaire du prendre à, c'est le fameux Nebenbei, Fass, vous savez, développé par Binswanger. Le renvoi à la corporéité de l'organisme vertébré et membré semble aller de soi. Et c'est cette corporéité qui ouvre le champ de l'ensemble des significations des mouvements physiques. Citation, de comprendre, la chute physique elle-même n'est comprise comme chute que par une direction significative plus radicale. De même, saisir avec la bouche n'a pas de sens en soi,
mais dans l'économie générale d'un organisme en prise sur son entourage. C'est pas un neurophénoménologue contemporain qui écrit ça, c'est Maldinet au début des années 60. On ne saurait mieux dire, sauf à faire voir que le prendre est foncièrement transitif et à mieux peser le rôle de chaque pôle, Il faut qu'un corps soit à prendre pour qu'un corps puisse prendre. Il faut que l'entourage soit à prendre. J'irai jusqu'à considérer cette structure comme un existentiel. Pour nous les hommes, écrit Maldinet, dans la mesure où c'est, citation, une forme tellement radicale de l'existence que nous la supposons invariablement dans toutes les relations compréhensives entre existants. Fin de citation. La capacité à dire « je », y compris pour exprimer une déperdition ou une déréliction dans le monde, suppose d'être en prise sur ce monde, ce qui suppose la texture mondaine de chaque objet. Si l'appréhension, forme anthropologique de la présence, est, citation, dévoilante non d'une chose en soi, mais d'une chose dans le monde, c'est un fond de monde qui s'esquisse dans la relation appréhensive. Et s'il y a peut-être un privilège de l'être humain dans cette histoire naturelle, j'y insiste, histoire naturelle, ce serait dû, citation, au rôle capital que joue l'appréhension à tous les niveaux de son comportement. Il me semble que les entretiens éclairent un aspect anthropologico-éthique de la pensée de Maldinet, lecteur de Binswanger, évidemment très important, qui est peut-être plus personnaliste, ça n'est pas un gros mot entre nous, je l'espère, peut-être plus proche de Lévinas qu'il n'y paraît. En effet, c'est une chose que je découvre dans les entretiens, le philosophe, Maldinet, renvoie la prise à la capacité de prendre une proie. Page 55, citation de Tacite à propos du Germain natus ad predam, né pour prendre, pour la proie. Et donc, Maldinet, une fois n'est pas coutume, insiste sur une prise de possession ou un accaparement, ce qu'on avait bien lu chez Binswanger, naturellement. Il faudrait pourtant peut-être distinguer, ce que je n'ai pas lu chez Maldinet, il faudrait distinguer une transitivité que j'appelle capitaliste, celle de possession, d'une transitivité que j'appelle instrumentale. Il s'agit en effet, dans ce à quoi je pense, dans cette escalabilité ou cette comestibilité de la pomme, il s'agit en effet d'un usage du monde plutôt que, citation, d'une introjection dévoratrice, page 54. Et de plus, cet usage du monde est largement contingent, bien davantage que dans un espace structuré où l'on prend place dans un système d'emplacement défini, page 62, qui servira, notons-le, de refuge, une façon d'échapper à la dépression existentielle, page 110. Jamais chez Maldinet, le structuralisme ne sera une indication thérapeutique, on l'avait compris. Ainsi, prendre son départ vers soi grâce aux choses ne tiendrait pas uniquement à une proximité ajustée. Encore faut-il que ces choses offrent leur soutien pour renvoyer l'organisme à soi-même par un autre. L'affordance suppose une confiance, peut-être épigénétique, je n'en sais rien, comme acceptation de l'ouverture au monde et donc détournement de soi, la suspension d'une éventuelle hésitation qui n'était que le processus d'identification ou de reconnaissance de la montabilité de ce chemin. Rappelez-vous de la citation du début du Château, que Maldinet retravaille régulièrement, où on est justement face à ce monde enneigé et sans prise. Sans cette confiance fondamentalement au monde, qu'on ne va pas nommer Urdoxa, mais après tout, pourquoi pas, sans cette confiance, c'est l'apathie et l'inertie qui s'imposent. Vaudrait toujours l'intuition hégélienne de l'être authentiquement à soi auprès des choses et des autres, dans le retour d'une rencontre, mais avec une autre vision du travail qui, cette fois-ci, vous l'avez compris, le travail de l'avalement, de la montée du chemin, de l'avancée marche ou crève, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces travaux de tous les jours, au fond, ce travail n'est plus la négation d'une matière et de sa forme, mais accueil de la matière et de la forme dans ses potentialités pour l'organisme travailleur. C'est aussi le travail qui doit être revu dans cette perspective-là. On est évidemment, si on est dans cette phase de confiance, très loin d'une espèce de climatique dépressive où l'on ne parvient à rien faire des choses, tout autant que de la mélancolie psychotique où les choses deviennent siennes et finalement enferment. Dans les deux cas, on se risque à dire que le monde est inutilisable. Mais après tout,
C'est peut-être le sens même de la négativité qui est en jeu en ce nouveau rapport au monde de l'occasion. Pourrions-nous, mais ça serait pour un autre jour, repenser l'Aufhebung en termes d'affordance? Existe-t-il une certitude sensible de l'affordance antérieure à la signification qui est par nécessité la négation de la singularité immédiate? C'est une autre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une autre, mais au fond la même histoire. Maldiné l'a répété, l'ensemble du travail de Binswanger, en proximité avec une suggestion inspirante de Kierkegaard, qu'à mon avis, ils n'ont jamais véritablement approfondi, l'ensemble du travail de Binswanger est une explication avec la catégorie de possibilité. Vous vous souvenez de la formule, la plus lourde des catégories, c'est une des traductions possibles. Une telle anthropologie s'inscrit dans une ontologie de la possibilité, de ses limites et de ses excès. Les flexions déficientes de cet être en possibilité entraînent une expérience constitutive des mondes idiosyncrasiques et non raisonnables, par exemple délirants, qui imposent des rapports à ces mondes spécifiques et peu partageables, y compris dans leur souffrance ou leur horreur. Maldiné souscrit à l'analyse binswangerienne selon laquelle c'est fondamentalement le monde avec autrui qui serait le plus atteint. Mais pouvons-nous en rester à ce constat qui implique une structuration un peu simple et, je trouve, un peu personnaliste, je ne le dirai que 2 fois, des mondes vécus? Certes, on voit bien, les affordances offertes en situation d'intercorporéité et d'intersubjectivité sont sans doute spécifiques. Elles sont constituées par 2 organismes qui sont à soi, le propre de l'homme, ce schizophréné, et au monde, sans en être complètement. Mais ne faut-il pas inscrire cette spécificité du monde avec autrui et de ses troubles, avant tout, dans un rapport au monde que j'appelle global, c'est-à-dire englobant, mais surtout pas enveloppant, où se déploient les diverses affordances qui rencontrent les diverses aptitudes de l'organisme, par exemple la sécurité du sol. Comment pourrions-nous nous rencontrer sans la sécurité d'un sol? La respirabilité de l'air et aussi l'échangeabilité des émotions et des connaissances. Comment pourrions-nous nous rencontrer si nous ne comprenons pas pourquoi l'autre a rougi? On l'a entendu tout à l'heure. Toute perception réelle, rappelle Maldiné, c'est-à-dire en laquelle s'articule notre habité, ne dévoile sa signifiance que selon une direction de sens. Mon interprétation semble se boucler. Toujours déjà constitué en organisme vivant, ça c'est certainement le prix à payer pour mon bricolage. Nous sommes dans une forme de vivance plutôt que d'étance. J'essaye de l'assumer. Toujours déjà constitué en organisme vivant, l'existant est au monde selon un rapport primordial, à ce stade différent par exemple de celui de l'animal, qui conditionne tous les autres. La signifiance, dont le sens exact reste à préciser, caractérise toujours déjà, positivement ou pas, ce rapport, selon la rigueur relative, mais en tout cas la cohérence d'une direction esquissée, non close et non exclusive. Les affordances se donnent à ce moment de la rencontre comme profil de choses et d'état de choses faisant occasion, possibilités identifiées, reconnues et mises à profit selon telle direction de sens et tel projet existé, en une forme de présence dite authentique, normale, saine, libre ou pas. Et pour les humains qui n'arrivent pas, ou plus, à exister ou à endurer leur inexistence, celles et ceux qui sont atteints de cette dépression existentielle mise en lumière par les entretiens, la tournure d'un monde qui n'est pas ou plus à portée devient problématique et invivable. Un dernier mot. Les entretiens sont 17. Ce qui est à portée, l'être à la main est là avant que la main se porte à lui. Pour ce philosophe marcheur et grimpeur que fut Henri Maldiné, un réalisme phénoménologique, si vous me le permettez, entendu en un sens critique et bien évidemment non naïvement empirique, fonde les descriptions des mondes vécus par les êtres vivants, humains et existants. Et si des frontières instables distinguent ces formes d'existence et donc de monde, celles-ci ne sauraient complètement séparer celles-là. Loin des modèles représentationnels, le philosophe déploie une saisie et une compréhension des rapports au monde
qu'il souhaite déconnecter des dualismes traditionnels, mais sans toujours y parvenir, dans la mesure où le projet, le praesens, l'energeia, le soi, l'existence, etc., semblent toujours s'articuler à partir d'une face présubjective, sans jamais découler d'une relation à l'environnement ou à l'entour. Si nous avions une longue soirée de discussion, j'aimerais qu'on puisse la consacrer à cette proposition que je fais. Les dualismes traditionnels restent prégnants chez Maldinet, et ce que nous avons pensé de l'existence devrait pouvoir découler aussi d'une relation à l'environnement ou à l'entour. Mais ceci n'est peut-être qu'une contrainte du système, vu que c'est nous, les humains, qui rédigeons, qui écrivons les ontologies, les anthropologies et même les éthiques. C'est le prix à payer pour notre destin d'être à l'ouvert. En effet, qui d'entre nous, y compris Maldinet, qui d'entre nous pourrait écrire ce qui se passe pour un monde qui, nous semble-t-il, se tient à notre disposition, qui nous tend la main, qui soutient notre pas, qui nous donne à respirer, qui nous donne à voir et qui nous donne à sentir? Qui d'entre nous pourrait écrire à la première personne une authentique cosmologie? Le modèle des affordances est peut-être une esquisse de cet impossible point de vue qui ne convient pas mal aux intuitions et aux analyses d'Henri Maldinet. Je ne souhaitais pas vous en convaincre, mais j'aimais qu'on se pose ensemble la question. Merci de votre attention. Merci.